élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs en République démocratique du Congo le 29 avril 2024. Ces élections se sont tenues dans 20 provinces sur les 26 que compte le pays. Selon la publication de résultats par la Commission électorale nationale indépendante, tous les gouverneurs déclarés provisoirement élus sont membres ou proches de l'Union sacrée des nations, la plateforme au pouvoir, y compris d'ailleurs les 12 candidats qui s'étaient présentés en indépendant. Parmi les gouverneurs provisoirement élus, nous pouvons citer à titre illustratif Daniel Bumba de l'UDPS, provisoirement élu gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Jacques Kabula Katoué de Ardev, provisoirement élu gouverneur du Haut-Katanga. Fifi Masuka Saini de A24, provisoirement élu gouverneur du Lualaba. Crispin Mukendi de l'UDPS, gouverneur du Kasaï. Jean-Paul Mbouébois de l'UDPS, élu gouverneur du Kasaï oriental. Jean-Jacques Pouroussi de l'FDCA, élu gouverneur du Sud Kivu après un second tour qui l'opposait à Émile Soumaïli de l'UNC, et allié Christian Kitungwa de l'ACO, élu gouverneur du Tanganyika. Marmon Banza de l'Abbé, élu gouverneur du Haut-Lomami. S'agissant des sénateurs, à titre illustratif, nous pouvons parler du Haut-Katanga avec Dani Kabongo, Salomon Idi Kalonda, Jacques Kabula Katoué, Jean-Michel Sama Lukonde, élu sénateur de manière provisoire à Kinshasa. Nous citons parmi les provisoirement élus sénateurs Augustin Kabouya, Gérard Moulumba, Jean Timi Ngobila. Messieurs et dames, les élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs n'ont pas eu lieu dans les provinces de l'Équateur, du Nord Ubangi, du Nord Kivu, du Kwilu, du Maïndombe et de l'Ituri pour le Nord Ubangi par exemple. Ces élections se tiendront après les législatives dans la circonscription de Yakoma, où ces dernières ont été annulées pour corruption. Même chose pour le Kwilu, où les élections législatives ont été annulées à Massimanimba. Question: quelle lecture de la presse, quelle lecture que la presse peut faire par rapport au déroulement de ces élections? Des voix se sont levées pour dénoncer la corruption qui a émaillé ces élections. Certains ont dû retirer leur candidature au sénatorial suite à la tentative de corruption. S'il y a eu réellement corruption, messieurs et dames, c'est quoi la conséquence? Que faudra-t-il faire à ce stade? Nous sommes dans décryptage. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Pour parler de cette question, je reçois 3 journalistes. Le premier, c'est Monsieur Benjamin Bakadi Bamba. Monsieur Benjamin, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir Madame Lorraine. Je suis tellement ravi de se retrouver encore une fois sur ce plateau de Shalom Télévision. Nous sommes là pour cet exercice démocratique et surtout que c'est notre journée, la journée de la liberté de la presse. Et donc c'est un devoir pour nous. Merci de répondre à notre invitation. Merci. Voilà, la liberté de la presse a été célébrée le 3 mai 2024 dernier. Messieurs et dames, le deuxième journaliste, c'est Monsieur Béni Rachidi. Il est journaliste. Monsieur Béni, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame, bonsoir à Benjamin, bonsoir à Jules, bonsoir à tous les téléspectateurs de Shalom Télévision et merci d'avoir pensé à nous. Merci de répondre à notre invitation. C'est toujours une fierté de se retrouver sur ce plateau. La troisième personne, le troisième journaliste, c'est Monsieur Jules Mbouyou. Monsieur Jules, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent sur Shalom Radio et Télévision. Je salue également mes confrères sur ce plateau avec qui nous allons analyser la chose publique. Merci de répondre à notre invitation. Merci beaucoup à vous également. Avec ces 3 personnalités du domaine de la presse, nous allons traiter de ces questions en rapport avec ces élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs qui ont vécu en République démocratique du Congo le 29 avril 2024 dans 20 provinces
sur les 26 que compte le pays. La première question, je commence avec monsieur Benjamin Bakadi Bamba. Vous, personnellement, quelle est la lecture que vous faites par rapport au déroulement de ces élections qui ont vécu le lundi 29 avril 2024? Quelle est la lecture que vous faites de manière générale, pas seulement pour le Haut-Katanga, mais de manière générale à travers la République, dans les provinces où cela a été vécu? Vous faites quelle lecture? Premièrement, merci beaucoup encore pour la parole. Premièrement, je vais d'abord commencer à féliciter Denis Kadima, bien sûr. C'est lui qui a quand même respecté la date et puis la manière dont ça s'est déroulé et on a eu des résultats. Dans certaines provinces, par exemple, les élections ont eu lieu avant et on a eu des résultats aussi avant et la forme était tellement bonne. Et quant à cela, nous allons quand même, je suis obligé de féliciter Denis Kadima par rapport à l'organisation de ces élections, parce que c'est un exercice démocratique. Il l'a respecté, il n'a pas subi, soit il n'a pas suivi de pression. On ne savait pas que non, Kadima pouvait quand même nous amener jusqu'à cette étape, vu ce qu'on a eu à vivre avec des élections de la présidence, bien sûr, les élections présidentielles, mais aussi avec les députés. Mais aujourd'hui, on a vécu les élections des sénateurs et gouverneurs. La toute première lecture, c'est aussi la manière dont les plateformes politiques ont procédé à aligner les candidats. Dans un premier lieu, je ne suis pas assez, soit je n'étais pas content de voir certains partis politiques, soit certaines plateformes arriver à donner les mots d'ordre. Quand vous prenez par exemple, je commence avec Ensemble pour la République, quand vous prenez Ensemble pour la République concernant la province du Haut-Katanga, ma province d'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'il y avait un mot d'ordre. Il y avait un mot d'ordre, pourquoi? Parce que sur les 11 députés, tous ont voté Salomo Idi. Et pourtant, nous sommes dans un pays démocratique. Pourquoi Ensemble n'a pas aligné deux candidats? On m'avait informé que non, il y avait le professeur Witimulongo qu'on avait demandé de se retirer démocratiquement. C'est qui, quand vous prenez Witimulongo et vous prenez Salomo Idi, c'est le jour et la nuit concernant la connaissance, la maîtrise de la chose publique. C'est monsieur qui a lutté pour cette république. Quand même, ça allait être aussi comme un cadeau de Ensemble pour la République à donner à Witimulongo. Mais malheureusement, ça s'est passé ainsi. Vous alliez du côté de l'Union sacrée, sur toute l'étendue de la République. Au départ, c'est Kabouya qui a nécessairement donné aussi ces mots d'ordre. Moi, je n'ai pas vu la démocratie parce que l'Union sacrée a aligné beaucoup de candidats. À Kinshasa, il y avait toujours des candidats de l'Union sacrée, ils étaient nombreux. Au Kasaï central, au Kasaï oriental, ici dans le Haut-Katanga, au Lalaba, et vous allez vous rendre compte que non, et il y avait toujours des candidats que Kaboul avait alignés. Par exemple, Jacques Yaboula Kato ici dans le Haut-Katanga, et avec Martin Kazembe, et tous ont passé. Et moi, j'ai échangé avec certains candidats aussi de l'Union sacrée qui n'étaient pas contents. D'autres ont dit, cette histoire de l'Union sacrée n'existe même pas. Le chef de l'État n'est pas informé de ça. Pourquoi pas on n'avait pas laissé la liberté à tous les candidats de l'Union sacrée d'aller sans qu'on puisse dire l'Union sacrée a son ticket. Il n'y avait pas, c'était pas bon. Nous sommes dans un pays démocratique. On pouvait laisser la liberté à tous les candidats de se présenter librement sans pourtant parler de... Mais vous êtes contre cette histoire de ticket? Le ticket, j'ai comme l'impression que c'était un terme créé pour déstabiliser d'autres candidats au départ. Parce que moi, si je suis à la course, on me dit, bon, nous avons notre ticket de la presse, c'est Jules Mouyou et M. Béni Rachidi. Moi, Benjamin, qu'est-ce que je dois faire? La plupart ont désisté. J'ai vu, on l'a vécu à l'Assemblée, Jules ne peut pas me contredire. La plupart ont désisté. Pourquoi? Parce que l'Union sacrée, au départ, avait déjà aligné son ticket. Et quand j'ai échangé avec d'autres candidats, n'étaient pas contents, d'autres ont nié. On a vu, par exemple, permettez-moi de citer certains noms, si c'est possible.
Quand vous prenez par exemple Justin Kelangoy, vous prenez l'ancien vice-gouverneur Jean-Claude Canfoy, dans le Haut-Katanga, il a dénoncé, il a dit les trucs des tickets gagnants, c'est créé par un groupe de gens qui voulaient toujours que leur caporaux puissent toujours revenir encore, qui commencent toujours à tirer, à péter toujours au même mamelle. Et moi, je n'étais pas assez content. C'est cette histoire des tickets qui a quand même détruit la fête des élections. Voilà, nous allons continuer. C'était la lecture de M. Benjamin. Nous prenons M. Béni Rachidi. M. Béni, votre lecture par rapport au déroulement de ces élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs le 29 avril dernier. C'est un sentiment de satisfaction dans un esprit démocratique, parce que je suis déjà au niveau de la quiétude. Ces élections n'ont pas été à la base de troubles jusqu'à, sauf contradiction à la dernière minute, je n'ai suivi aucun trouble, aucune perte en vies humaines, aucun appel à la désobéissance civique. Je crois que... Quand vous parlez des perturbations. Voilà, je crois que les choses se sont calmement déroulées et c'est déjà un point. Je constate aussi que des mots d'ordre ont été suivis à la lettre et partout des noms qui circulaient déjà avant, ce sont les mêmes qui sont revenus. Je constate que dans le Grand Katanga, je parle de Tanganyika, Lualaba, Olomami, au Katanga, il y a une nouvelle impulsion, surtout pour les deux provinces, Olomami, Tanganyika, ce sont Marmont-Banza, ce sont de nouveaux visages que d'aucuns attendent impatiemment voir les actions posées. Je constate encore le retour de Jacques Yaboula Katoué qui a su marquer son mandat par une empreinte aussi particulière, et aussi la dame Fifi Masoka qui permet quand même de parler la femme en politique avec ses retours. Je constate aussi parmi les provinces peut-être aussi la femme qui a été oubliée. Si on va dénombrer de gouverneurs, il n'y en a pas 3. Donc ça pose déjà un problème. Lorsqu'on voit le chef, lorsqu'on s'inscrit dans l'optique du chef de l'État qui est champion dans la masculinité positive, mais déjà le nombre de femmes au niveau des provinces, ça pose déjà un problème. C'est un recul sur le plan du genre. Je le constate aussi, et au niveau de Sénat, les sénateurs élus, je constate aussi les femmes ont été relayées au second plan. Peut-être on ne sait pas si elles seront récupérées lors de la sortie du gouvernement. Alors je voulais peut-être aussi réagir avec mon ami Benjamin qui doit aussi les savoir que les mots d'ordre, c'est fréquent en politique et ne pas le respecter, c'est décider où c'est signer sa fin de carrière en politique. Même aux États-Unis, je n'ai jamais vu un républicain voter un démocrate, ou carrément un démocrate voter un républicain. Ce sont des règles d'or, malgré... des deals politiciens existent. Et ça existe partout, ça n'a pas commencé avec la politique, mais ça commence déjà avec le ciel. Hein. C'est Dieu lui-même, ce sont aussi des mots d'ordre. Jamais je n'ai vu Dieu nous dire d'adorer les diables. Donc c'est ainsi et ça continue, ça commence à ces niveaux-là. Est-ce que Moïse Katumbi ou le parti Ensemble a choisi Salomon en lieu et place du professeur Wit Moulongo Kalonda Mampeta? Nous ne savons pas les cuisines internes. Il n'y a aucun document qui a fuité pour savoir qu'il y a eu guéguerre en interne. Mais pourquoi le prof Wit Moulongo Kalonda a cédé en lieu et place de Salomon Idi Kalonda? Très certainement, on a quand même senti que Ensemble a démontré
que c'est un parti où il y a d'une manière ou d'une autre une... quel est le terme? Discipline. Il y a la discipline. C'est tout le monde qui suit la lettre et c'est tout le monde qui suit les mots d'ordre. Et je ne sais pas pourquoi Salomon Idi Kalonda a été privilégié en lieu et place de 8 Moulongo Kalonda Mampeta, mais comme il n'y a eu rien comme qui a fuité et on n'a rien entendu en interne, on s'est dit que ce sont des clauses en interne et ça ne peut pas poser problème. Si aussi à l'Union Sacrée, tout le monde aussi a voté Jacques Kiaboula Katoué et ça démontre à suffisance que les mots d'ordre ont été suivis. Du temps de Mobutu, c'était la même chose. Du temps de Joseph Kabila, c'est la même chose. Du temps de Félix Tshisekedi, je ne crois pas comment est-ce que les choses doivent changer. Mais lorsque nous sommes dans une même famille politique, pourquoi créer cette division? C'est une même famille politique, c'est une même plateforme. Est-ce que les candidats qui se sont présentés ont-ils reçu les quitus de leur parti politique? Jean-Claude Canfoy, qui venait à peine de signer son entrée au sein de l'UDPS, mais directement l'UDPS n'est pas l'aligné comme candidat gouverneur. Mais on sait aussi que la province a été gérée par Jacques Kiaboula Katoué et Jean-Claude Canfoy Kimimba. Je ne vois pas comment est-ce que si Jacques Kiaboula Katoué, le casier sera noirci, par quelle méthode ou par quelle théorie allons-nous blanchir c'est lui de Jean-Claude Canfoy Kimimba. Au niveau de la marginalisation, donc je crois oui, c'est là où je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord dans chaque communauté, dans chaque classe, il y a de la discipline. Même dans nos rédactions, ça, c'est pas une discipline. Il y a un directeur des informations, il y a un rédacteur en chef où des choses doivent être respectées. Justin qui est là, a-t-il reçu le quitus de l'Union Sacrée pour la Nation? C'était juste une dictature. C'est pas la dictature, ce sont des organisations en interne. Je ne sais pas vous étiez de quel côté, mais je crois à mon humble avis que l'Union Sacrée... Non, moi je n'ai pas de... C'est ma lecture, Moi j'ai trouvé qu'il y a une dictature. Moi je crois à mon humble avis, l'Union Sacrée pour la Nation s'est prononcée en faveur de Jacques Kiaboula Katoué et de Martin Kazede Choula. Voilà. Et les autres... C'est vrai, c'est que lorsqu'on avait choisi Kiaboula comme gouverneur comme candidat de l'UDPS pour les élections de gouverneur, déjà il y avait des bruits. Donc tout part de là déjà. Mais nous ne sommes pas au ciel pour que tout le monde dise oui. Nous sommes dans une démocratie et c'est une démocratie où il y a des pour et des contre, même en interne. Exactement. Même dans la famille politique du chef de l'État. Rappelez-vous au Kabouya aussi qui a claqué, Kabound qui a claqué la porte. Ça démontre à suffisance que tout le monde n'est pas là. Et c'est ainsi, donc, nos amis qui n'ont pas été élus, avec zéro d'ailleurs, moi ça m'a tellement surpris, on s'est dit que c'était le mot d'ordre qui a été suivi. Bravo aux nouveaux acteurs qui vont diriger la province. Les autres pourront peut-être se retrouver au sein des ministères, ce qui est normal. Voilà, monsieur Jules, votre lecture. Bon, au-delà de tout ce qu'ils ont évoqué ici, moi je vais relever un fait qui est très important. C'est le fait qu'on a vu au niveau des sénatoriales, par exemple, les mêmes personnes qui avaient été élus députés provincial, député national, sénateur et gouverneur. Cette histoire doit cesser pratiquement parce que la République démocratique du Congo n'appartient pas à une seule ou à une catégorie de familles. Quand vous allez par exemple à Kinshasa, ce sont presque les mêmes choses, les mêmes personnes qui sont revenues. Au Grand Kassai, c'est presque les mêmes personnes qui ont aligné femmes et enfants qui sont revenus comme sénateurs. Et ça, c'est terrible. Et la population congolaise doit ouvrir les yeux. Cette République nous appartient tous. Regardez par exemple une personnalité publique comme Fifi Masuka, qui est élue députée provinciale, elle est élue députée nationale, elle est élue sénatrice, elle est élue gouverneur. Mais finalement, nous, la population, nous avons donné notre mandat pour que vous soyez à un seul niveau. Par exemple, député national. Mais finalement, vous vous retrouvez avec 4 postes. Vous allez nous représenter à quel niveau? Et ça, c'est aussi une faiblesse de la loi. La loi électorale qui accepte
qu'une personne puisse se postuler à tous les niveaux. Vous allez vous rappeler en 2000, je crois vers 2022, 2022, 2023, le G13 avait demandé à l'Assemblée nationale, aux députés nationaux, de pouvoir voter contre les cumuls des candidatures. Ça veut dire, vous êtes candidat au niveau provincial, vous restez à ce niveau-là. Et si vous êtes élu député provincial, ça vous suffit. Si vous êtes élu député national, ça vous suffit. Au lieu de faire les cumuls des fonctions, finalement, nous autres là, nous n'avons rien à apporter à la République démocratique du Congo. Ce sont les mêmes personnes. Donc ça, c'est aussi un fait. Mais en revenant sur ces débats qui a eu lieu entre mes confrères ici, par rapport à l'alignement d'un candidat pour le mot d'ordre d'ensemble, mais il fallait regarder les calculs. Tout se joue au niveau du calcul. Vous avez une assemblée provinciale qui a Ensemble pour la République avec 11 députés, vous avez UDPS qui a 10 députés, vous avez 2 ATDC qui a 8 députés, vous avez ARDEV qui a 8 députés, vous avez AB qui a 4 députés, sans oublier les chefs coutumiers. Et quand vous regardez ces gens-là, avec simplement 8 voix pour Kiaboula, ils passent sénateur. Avec 8 voix pour Kalamba, ils passent sénateur. Avec 10 voix pour un seul candidat de l'UDPS, il passe sénateur. Avec 11 voix pour un candidat d'Ensemble pour la République, il passe sénateur. Ça allait être une grosse erreur pour un parti politique comme Ensemble d'aligner ou de laisser dans la course tous les 3 candidats. Parce que j'ai 3 ou 4 candidats comme ça. Il y avait Salomon, il y avait le prof 8, il y avait aussi Vanon. Je crois peut-être un autre là. Et si on alignait tous ces candidats, ça allait amoindrir les chances de gagner pour Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Et pourtant, dans les institutions, comme à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, il faut qu'il y ait une opposition qui aura une voix contraire à celle de l'Union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Union sacrée qui est en train de dominer. Voilà pourquoi Moïse Katumbi, en tant que stratège... Dans les jours qui suivent, nous n'aurons plus de contradictions. Tout à fait. Dit. Alors, en tant que stratège, il a voulu qu'on aligne un seul candidat. Vous allez vous poser la question, pourquoi Salomon? Salomon a été écroué en prison. Et donc c'est un homme, c'est un bras droit de Moïse Katumbi qu'il fallait à tout prix pour le combat qu'il a mené en faveur du parti politique Ensemble pour la République, il fallait lui donner ses postes. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que le professeur Wit Moulongo est marginalisé. Non, le prof, il est là, le parti est en train de se battre. Il y a des choses qui peuvent venir pourvu que le prof Wit Moulongo puisse aussi en bénéficier. Donc, c'est un faux débat sur lequel nous ne pouvons même pas nous atteler. Ce sont des calculs politiques qui ont fait qu'Ensemble n'aligne qu'un seul candidat et qui a eu les chances de gagner. Regardez maintenant la conséquence pour l'UDPS. L'UDPS qui a aligné tous les 4 candidats. La conséquence, c'est que l'UDPS allait tout perdre. Tout perdre. Heureusement qu'il y avait cette histoire-là de la loi électorale qui dit c'est la liste et on a pris les voix de tel, on les a associés à tel candidat qui finalement, l'UDPS a obtenu un siège au niveau du Sénat. Voilà un peu une petite lecture que nous pouvons faire par rapport au déroulement de ces élections qui se sont déroulées quand même dans le calme. On n'a pas vu des troubles dans les différentes assemblées, même s'il y a certaines personnes qui ont évoqué les cas de corruption de certains députés provinciaux. À Kinshasa, on a entendu cette histoire des jeeps octroyés par Augustin Kabouy à certains députés. D'ailleurs, ça devrait être la deuxième question. Ah, voilà. Je vous prends directement la parole pour prendre d'abord M. Béni Rachidi et je vais vous revenir. Monsieur Béni, il y a eu des dénonciations de corruption, la corruption qui a émaillé les élections, bien avant même que l'on puisse procéder à ces élections. Nous avons suivi Sami Badibanga qui s'est retiré à cause de la corruption, il s'est retiré de la course. L'artiste musicien Kofi Olomide qui s'est retiré de la course à cause de la corruption d'après lui. Et nous avons un autre que nous avons écouté, d'ailleurs, qui est passé sur les antennes de Shalom Radio et Télévision. Il s'appelle M. Robert Kaniki. Il est de Lomami. Il s'est retiré parce que les élus provinciaux lui ont demandé 80 000 $ pour une voix. 80 000 $. Il s'est décidé de se retirer parce que, étant pauvre, il n'est pas habilité à aller au sénatorial. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces dénonciations de corruption? Ils ont levé leur voix, ils ont parlé. On ne sait pas s'ils sont allés à la justice parce que la dénonciation, c'est aussi aller vers la justice. Il y a Badi Banga qui a contesté. Voilà, on ne sait pas. Alors, la justice. Monsieur Béni Rachidi, quelle lecture vous faites par rapport à cette question? Je constate plus qu'il y a de frustrés.
dans cette frustration, le cas de Koffi Olomide, je commence, c'est la vidéo qui a fait... certains semblent ne pas prendre au sérieux. La vidéo déjà qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et je crois, l'on est dans des calculs de politique. Ces calculs-là, ce sont des partis politiques qui réunissent leurs membres. Alors si Koffi Olomide, l'ancien Premier ministre, se sont plaints, alors leurs plaintes convergent vers un même point. C'est tous les candidats ou tous les députés provinciaux ont été réunis dans des maisons, ont par moments séquestrés, et personne parmi les 2 ou le 3 ou les 4 ne peut aujourd'hui nous donner avec précision le montant que le député a reçu. Personne. M. Robert a donné le montant. Et M. Robert Kaniki de l'Omami, la possible encore que M. Robert crée lui-même le montant parce que... 80 000 dollars, c'est le montant qui a été demandé par un élu pour une voix. Et je crois qu'il était le seul qui a eu à faire cette dénonciation. Il devait y avoir quand même 3 ou 4. Okay. Déjà possible, quand il est dit lui-même au conditionnel, avec un langage maquillé sans preuve, possible qu'il les fasse pour des raisons de dénonciation sans preuve. Moi, je crois que nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est garantie. La corruption elle-même, quand vous lisez les études faites sur ces sujets, aujourd'hui, on a du mal au sein de l'appareil judiciaire à trouver un jugement qui date déjà en tête sur l'exposé des motifs, l'aspect corruption. On a été surpris peut-être avec la CENI qui a même recalé certains candidats au motif qu'il y a eu corruption. Et la CENI elle-même a rappelé pour le cas des gouverneurs que si on constatait qu'il y a des corruptions, possible que la machine annule les élections. Donc à ce jour, il ne faut pas aussi que des candidats qui ont échoué trouvent derrière des concepts comme corruption un moyen de justifier leur échec. Est-ce que tous les gens d'ensemble, le 11 qui ont élu, qui ont choisi Salomon Idi Kalonda. S'il vous plaît, M. Béni, ils n'ont pas échoué, ils se sont lancés dans la course, mais quand ils ont constaté que pour poursuivre avec la course, il faudrait de l'argent, ils se sont retirés. Donc, Koffi Olomide dit, il a constaté que tous les députés se sont retrouvés dans une chambre. Mais oui, c'est normal, parce que si c'est l'UDPS ne peut que réunir tous ses membres. Si c'est ensemble ne peut que réunir tous ses membres. C'est ça ce qu'on appelle ici des mots d'ordre. Si c'est ARC par exemple, ARC ne peut réunir que ses membres. CRDD et tout, Palou, c'est normal. À la veille d'une élection très stratégique comme celle sénatoriale, que des acteurs politiques réunissent des membres dans n'importe quel coin pour des mots d'ordre. C'est normal. Alors ceux qui n'ont pas le moyen de réunir ces gens, mais comment vont-ils justifier aussi leur échec? Mais on cherche des concepts. Donc pour réunir les gens, il faut avoir des moyens. Non, j'ai dit, l'UDPS a le plein droit de réunir ces 15 députés. Pourquoi les réunir en quelques jours des élections, en quelques heures? Pour leur donner quoi? Ce sont des grands hommes, ce sont des élus, ils sont libres. La parole, laissez M. Béni. Mais normalement, il y a une chose. Lorsqu'on dépose le dossier à la CENI, mais on le fait sous le couleur d'un parti politique. On dépose tous les dossiers, c'est au sein et c'est au niveau du parti politique. Et le parti politique qui ramène tous les dossiers, l'état des dossiers à la CENI. 15 dossiers, 16 dossiers colorés PPRD, 17 dossiers colorés par exemple UNAFEC, 40 dossiers colorés UDPS. Alors, comment est-ce que vous allez refuser que le même parti qui a déposé vos dossiers vous invite à la veille d'une élection stratégique? Mais c'est normal, à moins qu'on soit au ciel. Moi, je crois que ce qui a été fait est normal.
et Kofi Olomide qui n'avait pas le moyen de réunir les députés UDPS. Voilà, mais il trouve aussi un moyen, compte tenu de sa position, compte tenu de son ancrage et compte tenu de sa notoriété. Il se lance sur les réseaux sociaux. Conséquence, nous qui avons suivi les réseaux sociaux n'avons aucun moyen pour élire. Monsieur Béni Rachidi, c'est-à-dire que d'après vous, il n'y a pas eu corruption. La corruption aujourd'hui, elle doit être démontrée. Parce que nous disons pays démocratique. Et quand on parle des pays démocratiques, on est dans la séparation de pouvoirs. C'est le législatif, c'est le judiciaire et l'exécutif. Mais qui est en mesure aujourd'hui de démontrer que Jules a été corrompu? Mais ce n'est pas moi. Je n'ai pas le moyen de le dire parce que la loi ne m'autorise pas. Il y a un magistrat, il y a un juge, nous devons passer par le canal. La présentation de preuves. Mais oui, je m'excuse, mais ces preuves, on les présente auprès de qui? Mais auprès d'une personne attitrée, c'est le magistrat. Et c'est lui qui doit couler la chose sous la forme d'un jugement pour qu'on dise que Béni est corrompu et ou Jules est corrupteur. Il ne faut pas qu'on le dise avec des mots faciles, oublions la procédure normale pour qu'on arrive à ça. Donc aujourd'hui, on ne doit pas taxer facilement, avec beaucoup de légèreté aussi, nos députés, parce qu'on n'a pas été élus, mais disons-nous la vérité. Est-ce que le parti UDPS a aligné l'ancien Premier ministre? La réponse c'est non. Conséquence, personne ne devait le lire. C'est normal et on doit accepter ça. Voilà. Monsieur Benjamin, votre lecture par rapport à cette affaire de dénonciation de corruption? Je pense que Béni, quelque part, il a tout à fait raison, parce que la corruption, on ne peut pas la dénoncer comme ça clairement, c'est comme un tabou. Donc, quelque part, il a raison. Mais moi, je suis dans cette façon-là de réunir les élus provinciaux à quelques heures des élections. Vous êtes quelque part. Oui, vous êtes quelque part, vous réunissez, mais demain il y aura élection. Pourquoi les réunir? Parce que il n'y avait pas seulement ces tickets-là de l'Union sacrée. Il y avait aussi d'autres candidats qui étaient aussi de l'Union sacrée. Le fait de les réunir, pour quel message? Pour leur dire quoi? Quand vous allez voter demain, votez que tel. Est-ce qu'on a une idée de ce qui s'est passé lorsqu'il s'est parlé là? Si vous suivez bien les discours de tous candidats gouverneurs, leur discours était basé sur la bonne vie des élus provinciaux. Votre futur, une fois élu, tel député aura ça. Une fois élu, tel député aura ça. Une fois élu, tel député aura ça. Vous voyez un peu, ils n'ont pas mis au centre la population. C'est là où moi je ne suis pas content. Et donc, dans la vie politique, il y a trois choses. La différence, le mérite. Lorsque vous n'arrivez pas à respecter ces éléments ici, ce n'est pas bon. Et les députés n'ont pas choisi à faire la différence. Ils n'ont pas arrivé à choisir celui qui a mérité. Ils ont choisi seulement le mot d'ordre. Ils ont voté le mot d'ordre. Ils n'ont pas voté tel a mérité, tel a fait ceci. Non. L'ambition ne fait pas. Il n'y a pas. Bon, la transparence, c'est. Quand je vais parler de la transparence, je vais tomber aussi dans ce qu'on appelle la corruption. Okay. Mais moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans ce mode d'ordre-là. Okay. Les députés devaient quand même nous créer cette différence. C'est-à-dire ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté leur choix personnel. Non, ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté des idées. Ils n'ont pas voté des projets. Il y a des candidats qui nous ont présenté des bons projets. Quand vous les écoutez, vous dites ça, il y aura changement. Mais quand auprès de vous, on vous a dit, monsieur, quand vous allez là-bas, il faut toujours voter tel ou tel. Donc vous votez, mais sans tenir compte des capacités. Prenez par exemple les tickets de l'Union sacrée. Je ne les critique pas. Je n'ai aucun problème avec ces tickets. Prenons les vice-gouverneurs. Je commence avec lui. Au Katanga, par exemple. Le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur Kazembe à Akiaboula, n'est-ce pas? Oui, à Akiaboula, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a géré cette ville, la ville de Lubumbashi. Qui n'a pas critiqué? Combien de reportages Benjamin Dieu a réalisé concernant la ville de Lubumbashi? L'insalubrité, n'en parlons pas. Le monsieur qui a échoué à gérer la petite ville, il était concentré seulement au centre-ville. Même le centre-ville, c'était une poubelle. Mais j'ai vu une candidate qui est passée devant, qui nous a donné des techniques
pour changer la ville. Est-ce qu'elle a été élue? Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait un mot d'ordre. Alors, qu'est-ce qui prouve qu'un type pareil, une fois, bon, il est déjà vice-gouverneur, mes sincères félicitations d'ailleurs, je pense que vous allez m'écouter. Monsieur, vous devez changer votre manière de travailler. On ne gère pas une province comme on gère un parti politique. Monsieur, vous devez changer totalement votre manière de faire les choses. Ne gérez pas la province comme la ville, parce que la ville, vous avez échoué. On ne gère pas la ville, on ne gère pas la province comme un parti politique. Voilà, monsieur, Et donc, même aussi le gouverneur lui-même, Jacques Yaboula Katoué, il a reconnu ses erreurs. Il nous a promis qu'il va améliorer. Et comme il a reconnu ses erreurs, et je pense qu'il doit aussi changer. Parce qu'on ne gérait pas, on ne peut pas gérer toute une grande province du Haut-Katanga comme ça, comme si on gérait un petit parti politique, soit une mosaïque. Voilà. Inquiétude de M. Benjamin. M. Jules, votre lecture par rapport à ces dénonciations que nous avons suivies au sujet des dénonciations de la corruption. Voilà, des actes de corruption n'ont pas été présentés, mais bon, ils ont dénoncé la corruption, ils se sont retirés, ainsi de suite. C'est quoi votre lecture? Dans la corruption, il faut établir des preuves qui prouvent à suffisance que tel député a été corrompu, tel candidat gouverneur ou sénateur a vraiment corrompu. Et ça, c'est difficilement traçable. Vous ne pouvez pas céder une seule parcelle du pouvoir parce que il y a une clameur publique qui vous dit non, vous ne devez pas vous réunir. Non, c'est dans votre droit en tant que parti politique. Vous êtes UDPS, vous avez 8 députés, vous êtes en droit de les convoquer. Vous êtes Union Sacrée, vous avez 34 et 35 députés, vous avez les droits de les convoquer. Mais la plus grande question, c'est au niveau du choix de ceux qui doivent apporter, je veux dire, ceux qui doivent améliorer les conditions de vie de la population. Est-ce que les tickets que l'Union Sacrée a présentés vont apporter le changement dans la société? C'est à ce niveau-là que nous devons tous nous étaler pour voir si ces gens, effectivement, qui ont été élus, qui viennent de l'Union Sacrée, vous l'avez dit même dans l'entame de l'émission, c'est pratiquement 100% de ceux qui sont élus gouverneurs qui sont ressortissants de l'Union Sacrée, qui sont indépendants, mais en réalité, ils sont les tickets de l'Union Sacrée. Il est difficile de croire à ces dénonciations que nous avons. Oui, c'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Ceux qui sont lésés, la justice est là, ils peuvent apporter des preuves. Mais cette justice qui avait été qualifiée de malade à un moment. Oui, nous pouvons toujours la faire confiance. Ils peuvent se dire que... Comme on dit que la justice est malade, même si j'allais dénoncer, oui. Il n'y a rien qui va changer. Non, ça c'est une très mauvaise conception. Donc c'est une question vraiment délicate. Pour arriver à apporter des preuves de corruption, il faut en avoir. Si vous avez des messages, quelqu'un qui vous a envoyé un message qui vous a dit, bon, pour que je vous donne ma voix, il faut me donner 80 000 $. Mais c'est une preuve. Effectivement, c'est une preuve. En tant que candidat lésé, vous allez à la justice, vous proposez tout ça. Si c'est fait que tel candidat qui est passé a corrompu, il sera invalidé. La CENI n'a proclamé que provisoirement les élus, la justice va les confirmer. D'ailleurs, avant que le gouverneur entre en fonction, avec leur vice-gouverneur, le président, il y a une ordonnance présidentielle qui doit les investir avant de commencer le travail. Après donc, la publication définitive effectivement, des cours d'appel et la Cour constitutionnelle pour les sénateurs. Exactement. Alors, monsieur Béni Rachidi, c'est quand même quelque chose qu'il faudrait prendre au sérieux. Je suis toujours au niveau de la dénonciation de corruption. Est-ce que même si ces personnes qui se sont décidées de s'exprimer au travers des médias, pas à la justice, on ne sait pas s'ils sont allés à la justice, au travers des médias... Il y a Sami Badibanga qui est parti en justice. Voilà, mais Sami Badibanga, c'est pour cette question de l'invalidation par la Cour constitutionnelle après erreur matérielle. C'est pour ça qu'il est allé... voilà. Monsieur Béni Rachidi, faudra-t-il que nous ne puissions pas prendre au sérieux ce qu'ils ont eu à déclarer, à dénoncer au travers notamment de réseaux sociaux, puisqu'il n'y a pas de preuves, ils n'ont pas présenté des actes de corruption venant et des élus provinciaux et de même. Alors, faudra-t-il ne pas prendre au sérieux leurs propos à ce stade où nous sommes? Mais il faut aller aussi dans l'approche quantitative. Mais combien ont dénoncé?
c'est aussi un aspect très important. Prenons le nombre de candidats. Combien de lésés qui ne sont pas seulement de l'Union sacrée pour la nation, mais ils sont aussi de l'opposition. Combien ont fait mention de cette corruption active au sein des assemblées provinciales? Bien qu'on donne l'impression de les dire sentimentalement, émotionnellement, mais aussi par souci aussi des règlements des comptes, mais on n'a pas aujourd'hui des indicateurs sûrs pour prouver comment et combien, pour prouver que tel sénateur a été élu après corruption. Revenons dans le Haut-Katanga. Il y a Jean-Michel Sama Lukonde. Peut-on parler aujourd'hui corruption? C'est un mot d'ordre. Nous avons parlé ici de Salomon Idi Kalonda. Peut-on parler aujourd'hui corruption? C'est un mot d'ordre. C'est une corruption morale aussi. On ne pas vous interrompre. Il y a, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait ce mal à Prince Epenge, s'il vous plaît, M. Benjamin. M. Prince Epenge, vous le connaissez, il est le porte-parole de la plateforme La Mouka. Il a déclaré que l'opposition n'a pas beaucoup de députés. La corruption était beaucoup plus du côté de l'union sacrée de la nation. Et que dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 avril 2024, ils ont constaté des mouvements qui attestaient la corruption, des va-et-vient des députés provinciaux, des conversations par-ci par-là. Alors, ça s'ajoute à la liste de M. Sami Badibanga, de M. Kofi Olomide, l'artiste musicien, de M. Robert Kaniki. Analysons. C'est pour vous permettre de continuer avec... Faisons ce qu'on appelle une analyse conceptuelle. Mouvement. Lui était où? C'est la question. Prince Epenge. Parce qu'il parle même au niveau téléphonique. Soit il a été invité auprès des réseaux téléphoniques pour voir comment est-ce que Jules appelle Benjamin, Benjamin qui appelle Sibamba, Sibamba qui appelle Bouironde. Alors, par quel mécanisme, par quelle théorie a-t-il pu découvrir ou a-t-il pu déceler ces mouvements téléphoniques? Non, il n'a pas Quittons le mouvement téléphonique. Non, il n'a pas parlé, M. Béni Rachidi, de mouvement téléphonique. Des mouvements physiques. Mais même ces mouvements physiques. Qui quittent un endroit vers un autre, à la veille des élections. Madame, est-il interdit à un député national ou provincial de se déplacer à 2 heures ou à quelques heures avant les élections? Quelle loi? On est dans des suspicions intolérables, inadmissibles, mais aussi méchantes. Et cette affaire des véhicules, à quelques heures des élections, on donne des véhicules aux élus comme ça? Mais je crois que s'il faut se fier sur la voie officielle, Augustin Kabouya parle d'une motivation. Motivation à quoi? Motivation, selon lui, pour l'élection, le travail bien fait. À quelques heures. Mais oui, quand on parle de quelques heures, c'est une analyse. Mais quand on lui parle d'une motivation, est-ce que les députés n'allaient pas voter mot d'ordre s'il n'y avait pas de Jeep? Non, parce que dans toutes les provinces, on n'a pas donné de Jeep. C'est pas de la corruption morale. Hein. Pourquoi on donne à Kinshasa? Et lorsque je donne je reviens du côté sport, Moïse Katumbi qui dit tout celui qui va marquer un but aura 10 millions de dollars. Allons-nous aussi déduire cela comme une forme de corruption? Mais on est aussi dans la motivation. Je ne suis pas porte-parole ou avocat. Non, vous présentez votre analyse par rapport à... Rien que je ne vois pas comment est-ce que... pas le camp de la majorité. Voilà, je ne vois pas ici comment est-ce qu'on va parler corruption s'il n'y a pas eu quelqu'un
parmi les corrompus qui ait pu faire une déclaration. Non, mais il y a un élément là que je vais évoquer, parce que il faut partir aussi de la loi électorale. Des choses comme ça doivent être interdites. Monsieur Béni, on va vous ramener la Oui, oui, allez-y. des choses comme ça doivent être interdites. Parce que Benjamin a quand même raison. Vous savez, c'est dans une compétition, on est en train de jouer, dans une compétition où tous nous voulons le bonheur du peuple, n'est-ce pas? Alors, la loi électorale doit interdire de donner des dons, n'est-ce pas, aux électeurs. Parce que finalement, ça va, à la veille. oui, ça va les motiver au détriment de celui qui a des bonnes idées pour développer le pays. Benjamin a soulevé ici un cas d'une dame qui a fait un très bon discours à l'Assemblée provinciale. Je crois que c'est Josiane Maloba, qui a fait un bon discours Oui, à l'Assemblée. Je effectivement. crois que c'est Josiane. Mais on ne peut... Son projet de société. Tout à fait. Oui. Mais les gens, les députés ne pouvaient pas. Par exemple, dans une élection, si c'était à Kinshasa, entre celui qui fait un bon discours, quand on connaît bien comment nous sommes Congolais, tu fais un bon discours, Mais tu n'as rien donné. mais tu n'as rien donné. On l'a vu même pendant la campagne électorale. Un candidat qui arrive, qui fait un très bon discours, et à la fin, il n'y a pas 5 000 francs. Qu'est-ce que la population dit? Il se moque de... En tout cas, vous votez, voilà. Donc on appuie à tout à pas pour que... Alors, il faut que la loi électorale interdise cette histoire-là. De donner, même si ce n'est pas mauvais, mais on peut le faire même... Oui, on peut le faire même après les élections. Voir vraiment si ces députés sont fidèles à notre vision. Pas les donner à la veille. À la veille, c'est une corruption morale, comme il a dit. Je suis d'accord avec lui. Monsieur Béni, Mais vous, Avec oubliez, Benjamin. mais vous oubliez que même après, c'est juste une Monsieur corruption qui a été ramenée après Monsieur élection. Béni, l'opportunité, est-ce qu'il fallait faire ce don seulement en ce moment-là? Mais c'est nous qui analysons le temps, la période, le moment. Et si cela a été fait déjà 2 semaines avant, et si cela a été fait 1 mois avant, Alors pourquoi se réunir? mais la réunion, on l'a dit ici, c'est normal, Voilà. c'est naturel, c'est Monsieur Béni, stratégique. vous allez finir Oui. votre idée. Que vous aviez, Je crois que à ce jour, j'ai du mal. J'ai lu des travaux sur la corruption. J'ai du mal à soutenir une analyse qui pointe sans preuve la corruption. Voilà. D'autant plus que aujourd'hui, on n'a pas des preuves palpables pour dire que si Jules a voté Benjamin, c'est parce qu'il a été corrompu. Surtout que Il faut- les députés provinciaux, on n'a même pas cité le nom de ces députés qui ont demandé. Et sinon, carrément, ensemble, aller par exemple se retrouver avec 3 députés qui auraient par exemple voté pour Salomon et les autres allaient être corrompus parce qu'on s'est dit que Jacques Yaboula, mais il est à la mangeoire après tout, il est gouverneur, donc il pouvait aussi corrompre quelques 5, ou carrément M. Bavon pouvait par une stratégie voler quelques 5 ou 6 députés du côté Union Sacrée en mettant de moyens. Donc il ne faut pas à un certain moment qu'on trouve la corruption comme un moyen ou une facilité pour justifier son échec. Je ne crois pas. Je me dis que l'action de l'UDPS, des Jeeps, peut-être on en parle parce que c'est la veille, mais je vais aussi réagir à Jules, mais n'oubliez pas que nous sommes des acteurs. La CENI peut brandir une loi intelligemment, mais la CENI n'a pas le contrôle de nos textos. Pour dire que j'ai le moyen, moi, en tant que chef des partis politiques, envoyer à chaque membre, juste après l'élection, 10 000 $. Et ça passe. Vous n'avez pas de moyens aussi pour dire que c'est une action de corruption. Donc, il faut toujours relativiser des actions. On peut les analyser dans une casquette ou dans une optique de corruption, mais en réalité, ça peut l'être, mais aussi pas. Alors, la corruption, nous sommes dans le domaine de la factualité. Il faudrait présenter des faits. Ah oui, obligatoirement. Messieurs, Des preuves. Vous Ouais. savez, il y a... C'est que Benjamin n'a pas encore démontré ici. Bon, je ne suis pas là pour démontrer, je l'ai dit, Bon, ici, lui, il n'a pas non, corrompu, il serait hein. difficile. Monsieur Benjamin, allez-y, nous n'avons plus beaucoup de temps. Je l'ai dit ici, il serait difficile de présenter de preuves. La corruption, c'est un tabou. C'est ce que moi, je suis en train de comprendre. C'est un tabou. Alors moi, je suis en train de dire quelque chose ici. Entre l'argent
les véhicules, les mots d'ordre et les bons discours ou les bons projets. Les élus de l'Union sacrée ont choisi des choses. Il y a un mot d'ordre, mais aussi l'argent. Alors, comme nous, on n'a pas de preuves, il y a un député qui a dénoncé cela, mais il faut maintenant initier des enquêtes pour identifier maintenant les auteurs même de cette corruption. Parce que lorsque vous réunissez des gens à quelques heures, même la CENI avait interdit, on a interdit le député de faire la campagne à quelques jours avant les élections. C'était pour éviter tout ça. Maintenant, lorsque vous gardez les gens, vous réunissez les gens à 23h, à 0h, à minuit, dans tel hôtel, vous parlez de quoi? De la République. Vous parlez de quoi? De la République. Ou bien vous parlez de vos aides. Ou bien vous parlez de vos aides. Mais les changements d'ailleurs, on veut les changements. Mais cette histoire, on l'a vécu avec PPRD, on l'a vécu avec FCC. Mais ça continue. Le président de la République l'a dit ceci. Il n'y a pas de rupture. Nous devons corriger les erreurs du passé. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Non. Quand ils se réunissent, c'est pour parler quoi? Ils ne parlent pas de la République. Ils parlent de leurs propres intérêts. Une fois passé, qu'est-ce que moi je veux bénéficier? Une fois passé, moi je vais gagner quoi? Aujourd'hui, imaginez-vous, l'accumulation parti politique, Gilles, l'accumulation, madame, l'accumulation des postes. Vous avez quelqu'un qui est d'abord gouverneur, député provincial, sénateur. Si nous étions dans des termes faciles, on appelle ça l'Ikelemba, Kinkurimba. Donc, quelqu'un peut gagner 4 têtes. Imaginez-vous si c'était 100 000, tu as combien? Nous sommes dans quel système? Système de Kinkurimba, système de l'Ikelemba, si nous étions à Kinshasa. C'est de l'égoïsme politique. L'égoïsme politique. Et nous encourageons cela. Est-ce qu'à l'UDPS, est-ce que dans l'Union sacrée, il n'y avait pas d'autres candidats aussi? C'est là où on a étouffé d'autres candidats avec les systèmes, les slogans ticket gagnant. Ils ont créé cela pour étouffer les autres parce que avec tel ou tel, je vais l'appeler au téléphone, je vais tirer, sucer facilement, téter ou même mamelle, juste même pendant 5 ans sans problème. Mais celui qui viendra là, est-ce qu'il sera manipulable facilement? Est-ce que vous pouvez manipuler Kéra facilement? Est-ce que vous pouvez manipuler Bavon facilement? Est-ce que vous pouvez manipuler tel ou tel candidat facilement? Mais nous gardons seulement notre ticket, créer cette histoire pour touffer les autres et gagner beaucoup d'argent dans l'avenir. Ils sont riches. Monsieur Benjamin, votre conclusion par rapport au sujet, les élections de sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs ont eu lieu dans 20 provinces. Et dans les jours qui suivent, ça va s'organiser dans les 6 provinces qui restent. Quelle est la conclusion? Bon, les 20 déjà tirés. Il y a eu déjà élection. On connaît déjà les gouverneurs pour la province du Haut-Katanga. Là-bas, on connaît les Kasaï. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est demander à ces gouverneurs, à ces sénateurs, il ne faut pas aller dormir là-bas. Il faut défendre le peuple. L'UDPS, vous avez votre slogan là, le peuple d'abord. Vos candidats sénateurs, qui ne puissent pas commencer à les dormir. Les gouverneurs, réélus, soit nouvellement élus, doivent travailler pour la population. Cette pauvre population. Les défis sont totalement nombreux. Pas de courant, pas de route, la misère partout, la souffrance, les sacs de farine, n'en parlons pas, l'insécurité. Imaginez-vous, j'ai été une fois à Likassi, le maire de la ville de Likassi qui me dira, monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que nous n'avons qu'une seule jeep de la police pour cette ville de Likassi? Imaginez-vous. Non, ce ne sont pas des mensonges. J'étais à Likassi. Likassi, une ville telle que Likassi, une seule jeep. Si vous êtes au Kasaï central, une province oubliée, pas de route, la souffrance, si vous envoyez un membre de la famille 5 000 francs, 10 000, 25 000 francs, il peut prier toute la nuit pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a la souffrance. Le boom démographique aujourd'hui, les gens sont en train de fuir de gauche à droite. Lui-même, Kabouye les a appelés les immigrants, c'est les immigrés. Et donc, ici, nous devons travailler pour l'intérêt du peuple. Monsieur le vice-gouverneur, Martin Kazembe, vous connaissez vous-même les défis. Vous avez géré la ville. Vous savez là où vous avez échoué.
Vous savez là où vous avez échoué. Jacques Kaboul Katoué, vous savez là où vous avez échoué. Je sais. Merci beaucoup, madame. La parole à M. Béni Rachidi. M. Béni, votre conclusion par rapport à la question du jour. C'est la fierté de voir des intellectuels à la tête de province pour le Katanga. Déjà, les deux qui sont à la tête de notre Haut-Katanga, ce sont tous des enseignants. L'autre chef des travaux à la faculté de sciences sociales, politiques et administratives de l'UNILU, l'autre aussi est assistant à la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc ce sont des gens qui maîtrisent bien des théories sur le plan des gestions. Je crois que Benjamin a parlé, a tellement enfoncé aussi le vice, mais il faut se dire que le chef de l'État a félicité Martin Kazembe Choula. J'étais là pour lui dire félicitations. Ah bon? Qu'a-t-il fait? Des félicitations du chef de l'État à un maire de la ville. Il faut déjà poser au chef de l'État pour qu'il nous dise. Mais j'ai vu ici Martin Kazembe Choula qui a démontré juste à fin mandature ici sa force contre le marché pirate. Et on l'a vécu à Lubumbashi. Et ce n'est pas à New York, c'est à Lubumbashi. Et aujourd'hui, tout le reportage, toutes les dénonciations liées à l'insalubrité ont trouvé gain de cause parce que la ville se met aujourd'hui à nettoyer. Donc il faut lui accorder du temps. Et ce n'est que normal, on ne doit pas tellement l'enfoncer. C'est un jeune qui vient de quitter de la mairie vers le gouvernorat et on ne peut pas déjà les mettre dans une situation de contradiction parce que le gouverneur reste gouverneur et le vice-gouverneur s'occupe aussi des aspects économiques ou financiers, ce qui fait qu'il ne peut pas s'imposer devant un gouverneur alors que toutes les précisions ou toute la loi elle-même précise en termes de prérogatives et de tâches. Donc, c'est les féliciter. Je crois que j'ai la foi, je suis très optimiste qu'ils pourront réussir, avancer encore, parce que je vois déjà l'avenue Kassangoulou qui est totalement asphaltée. Donc, accordons aussi la chance à cette équipe d'évoluer. Bien sûr qu'on va suivre de près leurs actions. Nous allons rester dans le strict cadre de notre fonction en tant que journaliste informé, mais aussi ici nous analysons avec toute objectivité. Mais je crois que Martin Kazembe Choula et vice-gouverneur et Jacques Kaboul Katoué pourront nous surprendre et j'ai pris aussi pour eux. Monsieur Jules, votre conclusion? Bon, ma conclusion est très simple. Hein. Je dis d'abord félicitations à Martin Kazembe qui a été élu vice-gouverneur et aussi à Jacques Kaboul qui a été réélu gouverneur du Haut-Katanga. Les défis sont nombreux. Hein, les défis sont nombreux. En regardant la réaction ou en suivant de près la réaction de Benjamin pour dire que Martin a échoué. Mais il y a une question très importante qu'il ne faut pas oublier parce que Martin, toutes ces décisions ont été contrecarrées par une mairie qui se trouve à la Poste. Donc, quand Martin prend telle décision, la mairie de la Poste dit qu'on ne va pas respecter cette décision. Avec des injures publiques. Exactement. C'est ça la plus grande... Voilà. C'est ça le grand problème avec Martin Kazembe. Sinon, c'est un homme qui a des très très bonnes idées pour développer la mairie. D'ailleurs, moi, j'ai pensé même que Martin allait rester à la mairie de Lubumbashi. Bon, le destin a voulu qu'il soit au gouvernorat de province. Malheureusement, il est vice, il n'est pas titulaire. Et c'est le titulaire qui doit tout faire, qui décide. Tout ce que moi, je demande. Vous savez ce qui a fait la différence entre Moïse Katumbi et les autres gouverneurs? C'est que Moïse était un homme d'action à impact visible. Vous voyez? Donc, comme vous voyez Kiwele, un homme de terrain, comme vous voyez Kiwele qui est délabré comme ça, Moïse va venir lancer les travaux de réhabilitation. Et dans quelques jours, il revient pour inaugurer la route. Je demande au gouverneur Jacques Kaboul Katoué. Les défis sont nombreux. Aujourd'hui, la misère est devenue atroce. Bunga, Bouchakwa, 50 000 francs. Les mamans qui sont en train de nous suivre ne peuvent pas me contredire. 50 000 francs congolais. D'ailleurs, avec la sécheresse en Zambie, au Zimbabwe, nous risquerons d'aller jusqu'à 100 000. Il faut revenir avec la politique d'octroi d'intrants agricoles aux agriculteurs. Que l'agriculture soit une obligation dans toutes les entreprises, comme Moïse l'avait fait. Vous voyez? Nous prenons des références comme ça parce qu'à un certain moment, quand nous vivions à cette époque-là, la vie était chère et tout le monde se disait
au moins nous sommes Congolais, nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes en train de vivre. Donc il faut des actions impact visibles, il faut la sécurité, il faut l'eau, il faut le courant. En tout cas, beaucoup de choses nous attendons avec ces tickets Martin Kazembe et Jacques Yabula Katwe. Messieurs et dames, c'est la fin de ce numéro de l'émission Décryptage. Nous avons traité de la question en rapport avec le déroulement des élections des sénateurs, gouverneurs, vice-gouverneurs en République démocratique du Congo. Je l'ai dit tantôt, ces élections ont eu lieu dans 20 provinces, sauf dans le nord Ubangi, sauf également dans le Kwilu. En Ituri, ces élections n'ont pas eu lieu, au Nord Kivu non plus, à l'Équateur non plus, pour des raisons sécuritaires et administratives. Je l'ai dit, dans le Nord Ubangi, par exemple, ces élections ne se sont pas tenues parce qu'il a fallu que l'on organise d'abord les élections législatives dans la circonscription de Yakoma, là où ces dernières ont été annulées pour corruption. Même chose dans le Kwilu avec la circonscription de Massimanimba où ces élections ont été annulées. Ces élections, de manière générale, se sont déroulées dans le calme dans les 20 provinces. Ainsi donc, dans la province du Haut-Katanga, nous avons comme gouverneur provisoirement élu M. Jacques Yabula Katwe. Il obtient un second mandat de 5 ans pour répondre à toutes les questions que la population se pose ou des questions que la population présente. Il a comme vice-gouverneur provisoirement élu M. Martin Kazembe Choula. Ainsi donc, ce sont ces deux personnes qui sont à la tête de la province du Haut-Katanga provisoirement parce que nous attendons la publication des cours d'appel pour les comptes des gouverneurs et la publication d'un cours constitutionnel pour le compte des sénateurs. Pour traiter de cette question, j'étais avec 3 journalistes. Le premier, c'était M. Benjamin Bakadi Bamba. M. Benjamin, merci d'être venu. Merci beaucoup, Madame Lorraine. Merci à Gilles Mbouyou. Merci aussi à Béni Rachidi. Et félicitations à tous les gouverneurs. Le deuxième journaliste, c'est M. Béni Rachidi, qui venait d'être cité par M. Benjamin. M. Béni Rachidi, merci d'être venu. Merci. Toute ma reconnaissance d'avoir pensé à nous. Une émission que j'ai dédiée, bien sûr, à tous les journalistes du Haut-Katanga qui ont pensé, qui ont célébré la journée, la liberté de la presse le vendredi dernier. Voilà, le 3 mai 2024. Monsieur Jules Max Mbouyou était le dernier journaliste. Monsieur Jules, merci d'être venu. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Shalom Radio et Télévision. Moi aussi, je dois vous dire merci, vous qui nous avez suivis sur Shalom Télévision et sur Shalom Radio. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine. Au revoir.